Bonjour à tous et bienvenue sur La Retraite à 40 ans, le podcast pour prendre sa vie en main. Chaque dimanche, retrouvez une personne comme vous qui échange sans fil sur ses origines, ses ambitions, ses aspirations, sa relation à l'argent. Je m'appelle Victor Laura, je suis l'expert français du frugalisme et du mouvement FIRE, Financial Independence and Retire Early, indépendance financière et retraite précoce. Retrouvez mon livre La Retraite à 40 ans, c'est possible aux éditions Larousse. Pour rejoindre le mouvement FIRE, c'est sur devenirfrugaliste.com. Il y a une communauté, des workshops et des outils. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de La Retraite à 40 ans. Et là, je vais vous parler de quelqu'un que j'ai rencontré qui travaille pour un milliardaire et qui gère du coup une grosse partie du parc immobilier d'un milliardaire. Et je vais vous montrer à quel point finalement vous n'êtes pas très loin d'un milliardaire et ce qu'il faut en retenir. Pour la plupart d'entre vous qui sont ici, je pense que vous allez rentrer en phase d'acquisition immobilière. Donc il y a plusieurs phases dans la vie un peu immobilière. Il y a soit une phase où vous allez commencer maintenant, donc vous n'avez pas commencé. Donc là, je vous encourage à venir. Venez dimanche à 18h et venez dans mon programme de mentoring. Comme ça, je vous fais accélérer sur l'IMO. Bref, au début, on ne sait pas trop ce qu'on fait. On ne sait pas ce qu'on va acheter. Et puis, au bout d'un moment, on va rentrer dans cette phase d'acquisition immobilière qui peut devenir intensive. Donc, on va multiplier les acquisitions. Donc, au début, on n'a rien. Puis, on va faire un investissement immobilier. On va se rendre compte que ça marche bien. Puis, on va en faire 2, 3, 4, 5, 10. Et finalement, on va arriver à un stade. Donc, ça, c'est la phase d'après où on a un certain parc immobilier. Donc ça peut être 50, 100, 200, 300 lots, même plus de lots. Et ça peut se compter en centaines de milliers, en millions, en dizaines de millions. Et une fois qu'on est en dizaines de millions de patrimoine immobilier, là la question se pose de qu'est-ce qu'on en fait et comment on le gère. En fait, on a tous les mêmes problèmes. Tous ceux qui ont du patrimoine immobilier, ils ont des problématiques sur comment on les gère et surtout quel est le rendement finalement de mon patrimoine immobilier. Il y a une dimension qui change, c'est-à-dire que ok, on aime ces actifs, on aime ces biens immobiliers, mais après, on se rend compte que, c'est bon, j'ai un immeuble là-bas, il vaut 300 000 balles, j'ai un immeuble là-bas, il vaut 100 000 balles, j'ai un immeuble qui vaut 1 million, 3 millions, etc. C'est de se dire, ok, ça me rapporte combien ? Ça me rapporte combien ces biens immobiliers ? Et on est obligé que nos biens immobiliers nous rapportent de l'argent. Alors, ne serait-ce que pour payer les taxes, payer l'entretien de ces bâtiments, et surtout pour être sûr que son argent est bien exploité. On se le rappelle, ce qui est intéressant, c'est quand même de regarder le TRI d'un investissement, c'est-à-dire combien l'investissement nous rapporte par an sur le cash qu'on a dedans. Donc en fait, quand vous commencez un investissement, vous faites une opération immobilière aujourd'hui. Si vous savez la faire, vous mettez peu ou pas d'apport, ce qui fait que vous gagnez du 50, 100, du 100 000% par an sur l'argent que vous avez mis dans le bien immobilier. Là, je vous invite à écouter mes autres podcasts si vous voulez savoir comment on fait ces calculs-là. Mais au bout d'un moment, vous pouvez réactualiser ce calcul. C'est-à-dire que là aujourd'hui, disons que vous avez acheté un bien immobilier qui vaut 1 million d'euros. Ça peut être un appartement à Paris, ça vaut 1 million d'euros. Vous voulez rembourser, ça fait 10 ans que vous l'avez, 12 ans que vous l'avez, vous avez remboursé la moitié du capital. Alors, ce n'est pas exactement comme ça que ça se passe. Pour ceux qui sont les plus avertis d'entre vous, vous savez très bien qu'au début d'un emprunt, on rembourse plus d'intérêt que de capital. Donc, en fait, même si on est à milieu de la maturité, on n'a pas remboursé 50% du bien d'un point de vue capitalistique. Mais là, pour notre exemple, on va dire qu'on a remboursé 50% d'un point de vue capitalistique, pour que ce soit plus simple. Donc, le bien, il vaut 1 million, vous avez remboursé 500 000. Et en fait, là, la véritable question, c'est à quel point vos 500 000 qui sont dans le bien immobilier sont bien exploités. Et là, ce qui est intéressant, c'est de recalculer finalement combien vous générez grâce à ces 500 000 euros. Donc, disons que vous avez un loyer pour cet appartement d'1 million d'euros, ou cet immeuble d'1 million d'euros, vous avez un loyer de 6 000 euros par mois. 6 000 euros par mois, vous allez recalculer combien ça vous rapporte. Donc, sur ces 6 000, disons que vous avez 1 000 euros de charges tous les mois. Donc, ça va faire 6 000 moins 1 000. Et après, vous allez pouvoir regarder concrètement, vous avez votre remboursement de capital, mais on ne va pas le prendre en compte. On va juste calculer le cash flow. Vous avez, disons, 1 000 euros de charges supplémentaires sur autre chose. Bref, sur 6 000 euros, à la fin, il vous reste dans votre poche 4 000 euros. Donc, vous avez 4 000 euros par mois. 4 000 euros par mois, ça va être généré par 500 000. Donc là, ce qu'on va faire, c'est 4 000 x 12 divisé par 500 000. Divisé par 500 000. Hop, alors attention, il faut bien faire le calcul, il y a les impôts, il y a tout ça. Là, on est à du 10%. Vous êtes à 10% sur l'immobilier. La question à vous poser, c'est est-ce que c'est vraiment bien d'avoir ces 10% sur l'immobilier ou est-ce que ce serait pas mieux autre part ? En grosso modo, est-ce que ce serait pas bien de vendre ce bien-là pour aller refaire travailler son argent autre part ? Alors attention, il y a d'autres mécanismes, je vous rappelle, qu'on va pouvoir utiliser sur l'immobilier. Là, c'est dans le cas où le bien, il vous génère 4 000 euros de cash flow par mois. Mais attention,
Si vous êtes dans des biens plutôt à Paris et dans d'autres endroits, vous allez plutôt être du 3 000 euros par mois, donc vous allez faire du 7% par an. Et attention, ça peut être même en dessous, ça peut être 2 000 euros de cash flow, ça peut vous faire du 4-5% par an. Et généralement à Paris, on est 3%. Donc ces trucs-là, on se rend compte que finalement, on a beaucoup d'argent qui est stocké dans ces biens immobiliers et on a de l'arbitrage à faire. L'arbitrage à faire, c'est de se dire, ok, là aujourd'hui, j'ai 500 000, j'ai 1 million d'euros stockés dans l'IMO. Ça me fait du 3% par an, mais c'est pas assez. C'est-à-dire que là, j'ai un manque à gagner. Vous placez cet argent en bourse, ce sera du 10% à peu près. Vous n'avez pas de problématique sur des DPE, sur des travaux, sur la gestion de gestionnaire. Donc, potentiellement sur les impôts, attention. Donc là, vous allez vous dire, ok, est-ce que ça vaut pas le coup de l'arbitrer? Mais vous avez aussi autre chose à faire. Et donc ça, c'est les vraies questions finalement quand vous êtes milliardaire. Mais vous allez être milliardaire à votre échelle. Hein. Si vous commencez à avoir des patrimoines, à un moment donné, vous avez de toute façon votre parc, vous avez votre voilure. Et il va falloir vous poser les mêmes questions. Donc, est-ce que je sors cet argent de l'immobilier à un moment? Et surtout, l'autre question, c'est est-ce que je ne peux pas l'exploiter d'une façon mieux que ce qui est fait aujourd'hui? Et alors là, on se rend compte que dans des types d'exploitation différentes, par exemple vous avez commencé à l'époque. Imaginez, vous êtes en Île-de-France, vous avez commencé par acheter des petits immeubles, un petit immeuble à Aubervilliers, un petit immeuble à Ivry, à Vitry, une petite maison à côté à Montévin, à côté de Disney, tout ça. Vous avez acheté des petits immeubles, des petits apparts, un petit appart à Paris, un petit appart à Argenteuil, un petit immeuble à Argenteuil, etc. Bref, vous avez constitué votre patrimoine, vous l'avez fait en pur invest locatif, peut-être avec un peu de cash flow, mais grosso modo, ça vous rapporte, je sais pas, vous avez 3 millions d'investissements à la fin, et ça vous fait, alors ça fait quand même pas mal de temps que vous l'avez, hein, mais bon, il vous reste encore la fin des emprunts dessus, ça vous fait du 4 000 euros de cash flow par mois. En gros, vous arrivez à un truc comme ça, vous avez 4 000 balles de cash flow par mois, vous avez 3 millions, vous ne les touchez même pas les 4 000 balles de cash flow, vous avez toujours votre activité à côté, vous êtes commercial, vous aimez ça, vous vendez de voitures, voilà. Vous avez 4 000 euros. Et bien là, la véritable question, c'est est-ce que, donc pour avoir 4 000 euros par mois, disons que vous arrivez à louer tout ça à du 8%, alors 4 000 euros, c'est peut-être un peu plus, vous êtes proche des 9% de rendement brut. Donc sur vos 3 millions d'euros, ce que ça veut dire, c'est que vous avez 270 000 de loyer que vous touchez à l'année. Donc 270 000 de loyer, vous divisez ça par 12, ça fait du 22 000 euros de loyer par mois. Ok, vous avez ça tourne. Et en fait, il y a quelque chose que vous n'avez pas fait, vous avez peut-être loupé des évolutions. C'est-à-dire que vous n'êtes pas concentré finalement sur la véritable exploitation de votre parc. Alors là, c'est assez intéressant, ça dépend de votre façon de faire. Soit vous avez une façon de faire où vous allez accélérer sur la capitalisation et accélérer sur un type de bien que vous maîtrisez, mais ne pas chercher l'extra en fait de rendement sur vos biens. L'extra de rendement, je vais vous donner un exemple très concret. Ce que vous pouvez faire à Nice d'ailleurs par exemple, c'est vous louer dans des zones qui sont très tendues, vous louez 9 mois à l'année à des étudiants, vous louez 600 balles un studio, 500 balles un studio. Et quand vous arrivez l'été, là, ce studio que vous louez 500 balles à un étudiant par mois, en fait, l'été, vous louez 3 000 euros sur du Airbnb. Là, vous faites une optimisation. Donc là, le gap est vraiment très important. Mais ce que vous pouvez, de façon générale, entendre, c'est qu'en faisant ces optimisations, vous allez pouvoir augmenter de 30 à 50% le loyer annuel que vous avez d'habitude. Donc la véritable question, à un moment, c'est de se dire, OK, est-ce que ce n'est pas le moment où je reprends tout mon parc? Donc j'ai mon parc aujourd'hui. Il me fait du coup, c'est ce qu'on a vu, il nous fait du 9%. Donc je fais du 270 000 à l'année. Mais en fait, à la place de faire ça, je pourrais faire du 370 000 à l'année. Donc 370 000 à l'année, on n'est plus dans le même ensemble. Donc là, c'est du 40% de plus. Je passe de 22 000 euros à 31 000 euros à l'année. Et là, en fonction des coûts supplémentaires qui sont engendrés, mais généralement, c'est pas tant que ça, vous allez, la plupart de ce que vous allez générer en plus, ça va être du cash flow. Donc 31 000 moins 22 000, ça vous fait 9 000 euros supplémentaires. Et dans ces 9 000 euros supplémentaires, vous avez bien au moins 6 000 euros de plus avec les frais de gestion supplémentaires, etc., etc. Donc là, vous passez d'un cash flow de 4 000 à un cash flow de 10 000. Et en fait, cette transition, donc il y a deux optimisations sur votre parc. Et généralement, c'est ceux qui ont beaucoup de biens immobiliers, voilà ce qu'ils font aujourd'hui. Ils ont besoin de personnes qui vont non seulement d'un côté faire des revalorisations du parc d'un point de vue locatif, donc là c'est exactement ce qu'on vient de voir, c'est quelle est l'exploitation qui va le mieux marcher. Et de l'autre côté, c'est un arbitrage d'un point de vue financier, concrètement par rapport à votre patrimoine financier global. Est-ce que là, vous n'êtes pas en train de sous-exploiter ce que vous avez d'un point de vue de l'argent qui est stocké dans l'immobilier? Et c'est pour ça que de temps en temps, en fait, si vous avez remboursé une grande partie du capital de vos biens immobiliers, il vaut mieux finalement les céder pour réinvestir en bourse ou pour retourner en fait dans une gamme où vous allez refaire des investissements avec du rendement.
On se rappelle, nous, le rendement, le TRI qu'on a sur des biens immobiliers vient principalement de la dette à un moment. C'est-à-dire que c'est la dette, enfin on va trouver des actifs qui tournent bien, mais c'est la dette qui va nous permettre de faire du 50% par an sur le cash qu'on a. Le moment où vous n'avez plus de dette, vous allez retrouver des trucs à du 10%, du 4%, du 5%, bref, et des choses qui potentiellement vont vous demander de faire des travaux, etc. Donc à un moment, il va falloir choisir, ok, là, je vais hands-on sur l'IMO, je fais du 50, 100%, millions par an, 2% par an, si vous ne mettez pas de cash, c'est ce que vous avez comme perf en réel, hein. Là, vous venez avec moi, je vous rappelle, vous venez avec moi dimanche 18h, on discute de tout ça. Vous allez faire des méga rendements, mais au bout d'un moment, finalement, ça ne vous rapporte plus tant que ça, votre IMO. Et donc là, la question, c'est qu'est-ce que vous faites de votre cash et comment vous réenclenchez. Et malheureusement, il y a un truc qui est vrai dans la vie, c'est que plus le temps passe et par rapport au niveau de vie que vous voulez vivre, il y a ce fabuleux truc qui s'appelle l'inflation, et vous vous battez contre l'inflation. L'inflation est faite pour vous bouffer. L'inflation va vous bouffer et vous êtes obligé, pour maintenir votre niveau de vie. Par exemple, moi, à un moment, je pense que mon père, par an, il devait gagner il gagnait, peut-être, je pense, 200 000, 250 000 euros en tant que... Enfin, il gagnait. Il avait sa boîte et tout. Je pense qu'il était dans les 250 000 par an, peut-être voire même un peu plus. À un moment, il avait ça. Aujourd'hui, si moi, je veux avoir le même... Alors ça, c'était il y a 20 ans. Si je veux avoir le même niveau de vie que lui à l'époque, avec l'univers dans lequel j'évolue, moi, ça doit être soit x2, soit x4 par rapport à ce qu'il gagnait à l'époque. Voilà, c'est ça l'inflation. Donc, quand vous avez quelqu'un qui gagne, mon père dans les 200 000 à l'époque, là, quand ça marchait bien, moi, il faudrait que je sois à 800 000 euros par an pour que je puisse gagner autant que lui à l'époque. Et ça, c'est l'inflation que vous allez devoir battre par rapport à ça. Du coup, vos actifs, on va leur demander de faire de plus en plus de performances. Et attention, ça, c'est terrible, hein, parce qu'indirectement, il y a un enjeu terrible à ça. Les enjeux terribles à ça, moi, je le vois, et en fait, vous pouvez regarder autour de vous, c'est les boulangeries, par exemple. En fait, c'est les artisans. Il y a beaucoup d'artisans qui se font défoncer à cause de ça. Pourquoi aujourd'hui... Alors, une des raisons pour lesquelles on a autant de boulangeries pourries à Paris, pourries, avec du surgelé, avec des produits qui sont... C'est plus artisanal, en fait. C'est des produits, on a tous les mêmes produits, on a tous le même éclair dans toutes les boulangeries. Pourquoi ? Parce qu'ils achètent ça congelé. Il y en a... Alors, c'est des croissants qui viennent beaucoup de Roumanie, je crois. Le surgelé, je ne sais pas d'où ça vient, mais ça ne m'étonnerait pas que ça vienne de Pologne ou de Roumanie. Et en fait, on a tous ces produits qui sont congelés. Je vous invite à aller à un salon que moi j'ai pu faire, qui s'appelle Europain. Vous allez vous rendre compte de l'envers du décor de tout ce qui est gastronomie, et tout ce qui est boulangerie, et tout ce qui est pâtisserie, pour rendre compte qu'en fait, tout est congelé. Et pourquoi on arrive à cette étape de congelé ? Indirectement, c'est oui, parce que c'est plus simple. Aujourd'hui, vous levez à 4h du mat, faire 150 croissants, faire 300 croissants, 300 baguettes, et faire je ne sais pas combien de trucs de pâtisserie, du coup d'avoir un pâtissier qui n'est pas la même chose que le boulanger, etc. C'est un peu compliqué. Mais il y a aussi l'autre chose, qu'en fait, on demande plus de perf. On demande tout le temps plus de perf. Et en fait, ce besoin de plus de perf, d'un côté, ça détruit des choses que nous, on apprécie dans notre vie de tous les jours, c'est-à-dire des commerces de proximité. Un commerce de proximité, aujourd'hui, vous vendez des chaussures. S'il faut, à la fin du mois, avoir 500 balles pour pouvoir vous en sortir, vous gagnez 10 euros, 20 euros par vente de chaussures, peut-être que vous allez y arriver dans le mois. Mais par contre, si tout augmente, si votre coût de vie augmente, donc louer un appart, d'avoir l'électricité, d'avoir les taxes, d'avoir ces machins, si tout ça augmente, en fait, le fait de vendre des chaussures dans un village n'est plus rentable. Et en fait, dès que ça arrive que c'est plus rentable, c'est pour ça que ça se désertifie. C'est-à-dire, ok, il y a moins de clients, mais grosso modo, c'est plus rentable. Et en fait, il y a plein de business aujourd'hui, il y a plein d'activités qui ne deviennent plus rentables à cause de cette inflation. Donc, être boulanger artisanal comme avant, à moins que vous soyez dans une zone où vous pouvez vendre beaucoup plus cher et de faire un peu un produit de luxe et d'avoir des gens qui vont être intéressés par ça, c'est plus rentable, c'est fini. Donc, en fait, la norme va se mettre sur des choses qui sont plus rentables avec des produits potentiellement plus dégradés ou plus généralisés et de façon plus industrielle. Alors, il y a l'aspect positif et négatif. Il y a du positif aussi à ça, mais attention, ça met une pression. Et vous, sur votre parc immobilier, c'est exactement la même chose. En fait, dans votre vie, vous allez avoir une pression financière qui sera assez importante et vous allez avoir des jetons. En fait, c'est un jeu. Vous allez avoir votre établi là, avec vos apparts, vos appartements, vos biens, vos immeubles, etc. Et votre jeu, ça va être de se dire, ok, comment je peux faire ? Qu'est-ce que je fais avec ces cartes que j'ai en main ? Surtout, attention, plus vous avancez, donc là aujourd'hui moi j'approche de la quarantaine, moins vous êtes dans une phase de construction de patrimoine immobilier peut-être, donc vous allez rester avec un game qui est fait, c'est-à-dire qu'à un moment vous allez acheter beaucoup, moi je vous encourage à le faire fortement, venez avec moi, on cartonne ça pour vous, vous achetez beaucoup et à un moment vous avez 3 millions d'invest, 10 millions d'invest, voilà, vous avez ça et c'est votre terrain de jeu, et là vous allez pouvoir peut-être pas en faire d'autres, mais juste mieux exploiter, mieux vendre, placer en bourse, etc. Donc, il y a un enjeu de comment vous gérez votre argent de ce côté-là. C'est exactement pareil avec les boîtes. Donc ça, on pourra en reparler sur les entreprises. Mais
En gros, gardez ça en tête que là, aujourd'hui, votre strat peut aussi être d'accumuler énormément de biens et demain, vous allez faire les optimisations pour que ça se loue très bien et faire beaucoup de cash flow. Il y a cette phase-là. Et sinon, il y a la deuxième phase qui est généralement ce qu'on fait, c'est qu'au début, on a besoin de générer beaucoup de cash flow, on a besoin de faire beaucoup d'argent. Et finalement, en fait, on fait des choses qui sont très, très optimisées dès le début. Alors, il y a les deux phases. C'est on commence, on optimise à fond avec du Airbnb, de la location courte durée, avec des colocs, etc. Et au bout d'un moment, je vous en parle parce que moi, je suis passé par ça. Donc, au début, des trucs qui n'étaient pas rentables du tout dans mon cas. Puis après, des trucs qui étaient très rentables. Et puis après, en fait, j'ai accumulé des assets pour augmenter le capital. Et j'ai des assets aujourd'hui qui peuvent être largement plus exploités et où ça peut rapporter beaucoup plus de cash. Donc, il y a ces stratégies. Je voulais vous en parler. Dites-moi si ça vous intéresse. Dites-moi si c'est clair pour vous. Mais en tout cas, il y a ces différentes approches. Il n'y a rien qui est établi. La façon dont vous allez faire vos investissements, c'est votre façon à vous. Il n'y a pas de bonne façon de le faire. Il y a plein de stratégies qui marchent très bien. Attention, il y a 90% des stratégies, je pense qu'elles ne marchent pas. Mais dans les 10% restants, il y en a quand même pas mal qui fonctionnent. Et après, vous allez pouvoir décider, faire ces arbitrages sur l'ensemble des actifs que vous avez. Vous venez d'écouter un épisode de La retraite à 40 ans. N'hésitez pas à en parler autour de vous, à vous abonner, à rajouter 5 étoiles et à mettre un petit commentaire. Ça nous aide vraiment beaucoup. Pour être informé des nouveautés, rendez-vous sur devenirfrugaliste.com. Une question, je réponds sur LinkedIn, Victor Lora, Lora. Et surtout, n'oubliez pas, vous êtes déjà au top. À très vite.